Bonjour Maria, Bonjour Katia. comment ça va? Très bien et toi? T'as plein de couleurs, donc c'est toi qui nous apportes le soleil? J'espère bien, surtout que le sujet m'intéresse beaucoup. D'accord. En tout cas, Maria, pour moi, c'est un plaisir, vraiment, et un honneur de te recevoir. Donc, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast sur les aidants et les trajectoires professionnelles. Maria, nous allons parler de ton parcours professionnel. C'est l'heure de la minute bio. Maria, tu es diplômée de Sciences Po, ESSEC, Sorbonne et ACBUS. Tu as plus de 25 ans d'expérience dans la biotech et l'industrie de nutrition animale, humaine et cosmétique. Tu as été country manager en Roumanie dans l'industrie chimique. Ensuite, en France, tu as gravi les échelons et occupé successivement les fonctions de responsable des ventes internationales, directrice business unit, directrice projet innovation santé animale, directrice de l'expérience client, de la supply chain et de la qualité, directrice commerciale et marketing, pour finir, directrice du développement commercial et de la stratégie. C'est un parcours d'excellence. Je t'en remercie, effectivement. Bravo Maria. Et encore une fois, c'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de te recevoir. Donc, je continue sur ton parcours professionnel. En 2024, cap vers de nouveaux horizons et l'entrepreneuriat dans la deep tech. Tu as créé Andama, une water deep et clean tech. Et Andama, c'est un sigle, il y a une signification derrière ou pas du tout? Oui, ce sont les premières initiales, enfin, ce sont les initiales des prénoms de mes enfants. D'accord. Et donc, c'est un lien familial, Et effectivement. quels sont les prénoms de tes enfants? Anna, Dan et Maria. OK, c'est joli. Bon, en tout cas, c'est joli, ça fait sens. Donc, pour une société à mission d'avoir les sigles de ses enfants, c'est très, très joli. Donc, côté perso, Maria, tu es aussi et surtout, j'ai envie de dire, maman de 2 jeunes adultes dont tu as parlé, Dan qui a 25 ans et Anna qui a 18 ans. Et le signe particulier, c'est que Dan, il est autiste Asperger. Tout à fait. Donc, effectivement, Dan souffre du TSA. Ce sont des troubles du spectre autistique avec ce qu'on appelait auparavant autiste Asperger. D'accord, OK. Et à quel moment, tu as su ou tu as réalisé qu'en plus d'être maman d'un enfant en situation de handicap, tu es aussi aidante de ton fils? Alors, malheureusement pour nous, ça a commencé très tôt. À l'âge de 8 ans, il a déjà eu des problèmes de santé très graves avec une atrophie de sa thyroïde, ce qui nous a emmené à avoir des hospitalisations multiples à l'hôpital Necker. Donc, les hospitalisations à Necker étaient liées donc, à sa thyroïde. La Mmh. thyroïde donne des comportements, on va dire, un peu variables. Mais 2 3 ans après cet événement, on va dire à l'âge de 11 ans, malgré des thérapies pour le soulager, je trouvais que le comportement n'était pas encore celui, de ses pairs. Donc je me suis longtemps posé des questions, donc j'étais aidante pour un problème visible Ouais. et je pressentais qu'il y avait encore quelque chose, derrière. D'accord. Et donc, lors de notre échange préliminaire, tu m'as décrit un tout petit peu, comment ça s'est passé l'enfance, l'adolescence, de Dan. Le diagnostic a été posé, véritablement quand il était adolescent. Oui, tardivement, à partir du moment où, nous nous sommes rendus compte parce que, il y a eu donc ce phénomène de la maladie de la thyroïde, mais aussi le fait qu'il entrait au collège, période ingrate par définition. Oui. On ne savait pas si c'était une adaptation ou une difficulté d'adaptation au collège ou si vraiment il y avait quelque chose. Et au fur et à mesure que les problèmes, s'accumulaient, la question se posait: «Mais qu'a-t-il donc?» Et après avoir fait, 2 ans de suivi par le CMPP et le CMP du lieu où on habitait, Oui. j'avais l'intuition en tant que maman qu'on n'était pas encore sur la voie qui pouvait l'aider. Et c'est à ce moment-là où, j'ai essayé par tous les moyens d'entrer sur une filière, des troubles, de l'enfant, des troubles neurologiques. Et c'est comme ça que, en 2013, j'ai enfin trouvé l'hôpital de Bray et 1 an plus tard, après une longue liste d'attente, Ouais. nous avons été hospitalisés et diagnostiqués avec, du TSA. D'accord. Et donc il avait environ quel âge, 14 ans. Il avait 14 ans quand il a été diagnostiqué? Alors, mais les médecins, et je profite pour, apporter toute ma reconnaissance, à l'équipe, du docteur Père, Hugo Père de l'hôpital de Bray qui, ont eu un accompagnement, franchement, digne
d'être, voilà, dans un système médical. À partir du moment où le diagnostic a été, posé, ça a été, un soulagement pour mon fils parce qu'enfin, on prenait en considération le fait qu'il avait quelque chose qu'il ne savait pas l'exprimer, mais que ce n'était pas, juste, une mauvaise éducation ou, comme on me disait souvent: «Mais c'est à toi, la mère, de faire quelque chose». Ouais. Donc, oui, ça a été, le début d'une autre direction que celle qu'on avait auparavant. Donc il y a eu les prises en charge, j'imagine, qui ont suivi, Alors les prises en charge, ça a duré. ouais. C'est surtout qu'on ne savait dans quelle direction aller. Auparavant, c'était comme si on était dans un rond-point Mmh, ouais. et on ne savait pas dans quelle direction, qu'est-ce qui lui arrivait, comment fallait-il s'occuper de lui. Enfin, Les solutions commençaient à venir. C'est un très long parcours ouais, et les solutions ne sont jamais définitives. Elles évoluent, soit parce que Dan évoluait en âge, ouais. soit parce qu'il y avait aussi des nouvelles approches de la maladie qui pouvaient être aussi, bénéfiques pour Dan. D'accord. C'est intéressant parce que tu dis je reprends ta phrase quand tu dis: «Dan évolue en âge» parce qu'au lycée, tu dis la c'était la période la plus réussie. Il a eu des AEH, où il y avait en tout cas dans le système des aides qui permettaient de répondre, de l'accompagner dans son handicap. Alors effectivement, il y a plusieurs types d'aides. Je pense que la première, donc je replace dans le contexte, Dan, est allé faire un lycée professionnel à sa demande, D'accord, parce que lors de la découverte en troisième, il avait donc découvert le lycée de topographe-géomètre de Montrouge. Petits effectifs, 15 dans la salle, un métier bien précis, l'utilisation d'ordinateurs, c'est comme une petite bulle pardon, pour lui par rapport à ce qui se passait auparavant. ouais. Donc passer de 40 élèves à 15 élèves, ça a été bénéfique et c'est aussi un accompagnement, du lycée, Mmh. qui ont vraiment, osé, prendre le sujet, avec le respect de la maladie et le respect d'un jeune, ado et donc ils l'ont très bien accompagné avec, un comment dire? Une forme d'accompagnement, qui était effectivement recommandée par la MDPH, mais ils l'ont, respecté, voire, enrichi. Mmh. De l'autre côté, des aides, qui nous ont été octroyées Ouais. par, la MDPH, effectivement, à ce moment-là, on a eu l'AEH qui est une sorte d'accompagnement, Hem, humain en recommandation par rapport à ceux qui nous accompagnaient ouais. et aussi, financier parce que, il y a quand même beaucoup de dépenses à faire, pour, accompagner un jeune, TSA. D'accord, En OK. groupe de travail, en psychologue, en voilà, tout l'accompagnement pour, l'aider à socialiser, l'aider à intégrer, un parcours normal. Il a d'ailleurs fait toute sa scolarité, en élève, intégré, sans avoir une aide particulière. D'accord, c'est super, hein, et bravo à lui. Il y a le collège, il y a le lycée, il y a l'entrée dans la vie adulte. Donc on va parler, des difficultés de jeunes adultes que peut, rencontrer, Dan et d'autres jeunes, dans sa situation, enfin, soit avec la même particularité. Donc parlons des difficultés du jeune adulte en situation de handicap et qui, a besoin d'inclusion professionnelle. Maria, on pourrait croire qu'à 18 ans, le plus dur est fait, mais apparemment non. Tu m'as dit, tout a changé à partir de 18 ans. Qu'est-ce qui change, à l'âge adulte à partir de 18 ans? Alors, pour, ceux qui sont dans le contexte, que ce soit l'enfant, adolescent ou les parents, la maladie à 18 ans moins un jour ou 18 ans plus un jour, c'est la même chose. Par contre, l'accompagnement, change par rapport aux organismes qui aident Mmh. et s'il y a beaucoup d'attention pour les jeunes ados jusqu'à 18 ans, ensuite ça change pour, sur la période où il était en BTS ou, en licence, il a eu un certain accompagnement, notamment pour passer des examens dans un contexte, d'utilisation de l'ordinateur Mmh. ou un tiers-temps, supplémentaire. Il est difficile, en études supérieures d'aller dans un accompagnement focusé que ce qui est comme c'était le cas, dans le lycée ou éventuellement dans le collège. Par contre, dans la vie active, là, c'est le grand abysse.
Parce qu'on parle beaucoup de sociétés qui sont handi-engagées, hem, mais pour les troubles neurologiques, c'est plus compliqué, vraiment. Moi-même ayant fait partie de sociétés sur lesquelles on parlait beaucoup de l'handicap, Ouais. c'est plus simple de prendre un handicap visible, tel qu'un fauteuil roulant, ou un handicap, médical, type diabète parce qu'il y a des jours où on est absent. Mais quand c'est neurologique et ça prend du temps au quotidien, Mmh. il y a de la réticence, il y a de la peur, il y a besoin d'un accompagnement peut-être un peu différent. Je vous donne un exemple. Ouais. Dan a appris à se ressourcer parce que le TSA comporte de la fatigabilité. Le bruit, les lumières, donc il a besoin de se reposer et il se repose à la pause de midi. Ça lui fait comme des plages horaires. Je travaille le matin, à la pause de midi, je m'isole et Ouais. je recharge ma batterie et je continue de travailler l'après-midi. Or, dans les entreprises, ne pas manger avec tes collègues, ne pas faire partie d'une certaine communauté est mal vu. Ouais, ça peut être discriminatoire. Voilà, Mmh. donc le moment qui pour lui était positif de se ressourcer pour être d'attaque l'après-midi n'est plus un moment de cohésion, donc il est plus ou moins exclu. La manière dont il approche des choses, par exemple, il ne va pas faire des pauses parce que dans sa fatigabilité, il a quand même Mmh, un mmh, grand mmh. atout de concentration. Il peut se concentrer sur des sujets, sur des tâches pendant une longue période de temps. D'accord. Par exemple, dans son cas, c'est regarder des écrans. Maintenant, il fait opérateur de télésurveillance et il arrive à se concentrer longtemps sur des éléments qui pour nous sont beaucoup plus compliqués à faire. Eh Mmh. bien, d'autres font des pauses, la pause cigarette, la pause café, etc. N'ayant pas besoin de ça, c'est vrai que ce n'est pas la même cohésion avec une équipe. Et puis, ça peut être aussi des éléments de réplique directe. Mmh mh. On a pour habitude de polisser nos phrases, d'introduire avec des billets. Or, les TSA ont une manière plutôt directe de dire les choses qui, sans préparation, peut froisser, mais en même temps, c'est tout à fait, sur le sujet. C'est-à-dire que ce ne sont pas des jugements, ce sont des faits Mmh, et d'accord. tous ces situations-là, elles doivent être décryptées pour, ceux qui, accueillent des TSA dans leur équipe. D'accord. En fait, si je devais résumer, ton propos, en fait, c'est de dire qu'aujourd'hui, les entreprises, il y en a pas mal qui, sont formées ou qui ont la capacité d'accueillir les personnes en situation de handicap. Mais quand on parle de personnes à mobilité réduite, l'adaptation de poste, elle est plus facile. Mais quand on parle des personnes qui ont, un trouble mental, si je puis dire, là, l'adaptation, elle est un peu plus difficile parce que ça demande de prendre en compte la spécificité de la personne. C'est-à-dire au moment du recrutement ou avant le recrutement, l'entreprise doit penser à adapter son poste, en fait, à la personne. Et il faudrait peut-être une personne, une espèce de job coach en accompagnement de la personne qu'on recrute. C'est comment l'entreprise, en fait, finalement, toi qui as été justement au sein de Codir, de Comex, une entreprise, elle a ses besoins de productivité, elle a ses besoins de performance. Comment est-ce qu'elle fait, si elle est volontaire, pour intégrer ce type de particularité? Alors, il y a 2 éléments dans ce que tu as dit. La Mmh. première chose, entre le handicap physique et le handicap, mental, heu, je pense pas qu'il y ait, plus simple ou moins simple. C'est probablement qu'il y a plus d'expérience, sur le physique, parce que ce sont des aménagements, qui sont Mmh. visibles, donc on peut les mettre en place. Pour l'accompagnement mental, ça dépend beaucoup de la capacité de la personne ou des personnes qui accueillent, de comprendre les phénomènes et surtout de se les approprier. Maintenant, en toute humilité, si j'avais la solution, Oui, ce il faut serait avoir des pistes de solutions. je pense que, déjà la compréhension, a pris du temps. On parle des maladies neurologiques depuis, au moins moi je suis au courant depuis 10 ans. Mmh. Hem, je vois le chemin qui a été parcouru. Oui. Hem, Ce qui est important, à mon sens et donc encore une fois avec toute l'humilité, de l'exercice, c'est qu'on parle beaucoup de développement personnel et dans le cadre du développement personnel, on parle de biais cognitifs, on parle de personnalités différentes et qu'on utilise en management. Eh bien,
un TSA ou un autre trouble, ça fait partie aussi des équipes qu'on a à manager. Donc, faut pas les séparer à mon sens en disant, Mmh. «Voici mon équipe» et puis Ouais, je séparément, vois ce j'ai que tu veux quelqu'un dire, qui ouais. est TSA et qui est un peu plus rude, un peu plus, direct dans ses propos. En Mmh. fait, ça fait partie de cette équipe-là et chacun va avoir, on va dire, sa manière de se comporter. Regardez, on prend dans une équipe, on a des jeunes parents qui sont sous la pression. Eux aussi, momentanément, à partir de 17 heures, tu peux leur parler de n'importe quoi, ils ont la tête à se dire: «Il faut que j'aille à la crèche récupérer mon enfant», d'accord? Ouais. C'est un moment spécifique de la journée où il vaut mieux laisser, ces jeunes parents aller chercher leurs enfants et ensuite, continuer ce qu'ils ont à faire parce qu'ils sont pas là pour être présents à une réunion, qui commence à 17 heures pour Mmh, finir à mmh mh. 19 heures, d'accord? Bah, D'accord. imaginez cet exemple-là, adapté à un TSA. À un moment donné, vous savez que le TSA, fille et garçon, va avoir des moments, de cette Ouais, je manque d'intégration. Eh bien, mmh. si on les connaît et on les accepte, Mmh mh. on peut aussi, travailler avec. C'est prendre en compte toutes les spécificités. Le jeune parent ou peut-être quelqu'un qui a une maladie et qui se fatigue, voilà 3 situations dans une équipe dans lequel on doit avoir, en tant que manager, une attention particulière à un des coéquipiers. Ouais. Eh bien, c'est à nous de les intégrer au fur et à mesure. Et le TSA fait également partie, de catégories sur lesquelles il faut un certain management. D'accord, donc c'est bien prendre en compte les spécificités de Mmh. chaque membre de l'équipe pour pouvoir s'organiser. Donc, on pourrait croire qu'à présent que Dan est adulte, tu peux, souffler parce que, quand on a un enfant, ado, jeune adulte, c'est pas le même vécu. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que ton rôle d'aidant, ton rôle d'aidant s'amplifie ou diminue au fur et à mesure que Dan grandit? Je n'irai pas sur une échelle de quantité, mais de qualité. D'accord. C'est-à-dire que au tout début, effectivement, je devais être présente, en permanence, être, à proximité pour trouver des solutions, le dépanner, Mmh. oh combien de fois j'ai été appelée à l'école, oh combien de fois j'ai dû, médier. Au fil du temps, il est devenu autonome avec beaucoup d'efforts, surtout de sa part. C'est admirable ce qu'ils peuvent faire, heu, tous les efforts qu'ils ont pour s'intégrer. En fait, Ouais, on parle beaucoup de l'intégration des handicapés, mais il faut vraiment prendre en considération que leur effort de s'intégrer est gigantesque ouais, et qu'ils le font non seulement, volontiers, mais avec, beaucoup d'application. Mais avec, l'âge, même si cette autonomie, augmente, il y a la complexité du monde dans lequel ils sont qui, par, définition, complexité, grandit ouais. et ils continuent à avoir besoin d'accompagnement. Je ne pense pas que mon rôle de mère aidante s'arrêtera un jour. Je pense que je l'accompagnerai différemment sur les étapes. Il gagne en autonomie, mais, tous les jours. Par contre, sur les nouveaux défis qu'il a à faire, là, il y a besoin d'un décryptage. Je te donnerai l'exemple, il est allé dans une société Ouais. qu'il avait choisie, donc CDI. Il a été pris en CDI. Mmh. Dans un groupe de 30, il a été parmi les 4 qui ont été pris. Ah super! Ouais. 1 mois d'essai et on lui dit brusquement, «Écoute, c'est fini ta période d'essai». Ça a duré 5 minutes. Laisse ton badge, laisse ton ordinateur. Perturbant. Ouais, c'est violent. C'est violent. Même humainement, que ce soit pour un neuroatypique ou Mmh. un neurotypique, c'est violent. Heu, Pourquoi ne pas avoir passé du temps à lui expliquer ce qui avait fonctionné et ce qui pouvait être amélioré? C'est même un devoir de l'entreprise, c'est même un devoir, d'accompagnement, de la personne qui accueille, Ouais. de l'équipe RH. Ça, c'est un geste gratuit de l'entreprise qu'il faudrait effectivement adresser. Est-ce que c'est par un job coach ou par un autre système? Ouais, là, tu as raison, il faut faire quelque chose d'adapté. Maintenant, moi, en tant que mère, je je l'ai accueilli à la maison, grande tristesse pour tous, mais maman, j'ai fait ce qu'on m'a demandé et effectivement, il avait fait son job tel qu'on lui avait décrit. Ouais. Ce qui n'avait pas été décrit par l'entreprise, c'était la chose suivante. Étant opérateur de surveillance,
Il doit travailler 8 heures par jour avec des écrans. On lui avait rajouté qu'il devait répondre à 300 appels de clients. C'est immense. 300 appels de clients, Ouais, c'est pour une seule personne? ouais, ouais, jusqu'à 300 appels. Ouais, Il arrivait à en faire 50-80. Probablement qu'il n'y en avait pas 300 par jour. ouais, On va dire, c'est une jauge, d'accord? Mais même après 50 à 80 appels par jour, pour lui, c'était beaucoup. Donc, ouais. le poste n'était pas Il adapté était de troubles autistiques, ne peut pas avoir un contact aussi fréquent et aussi morcelé avec des clients. ouais, Leur capacité de se concentrer sur des choses et d'aller en concentration profondément sur un sujet. Or, changer d'interlocuteur tous les X minutes, mmh, c'est très difficile. Donc là, c'est une erreur de casting dès le début. Ou alors, l'entreprise aurait dû le prendre pour ce qu'il sait faire le mieux, regarder les écrans, surveiller des anomalies, venir avec des propositions. Et non pas faire ces deux combinaisons. tout à fait. Donc l'entreprise, dans ce cas-là, à mon sens, n'a pas bien cerné ce qu'il demandait et surtout n'a pas annoncé. J'ai repris la fiche de poste et je n'ai pas vu qu'il fallait Faire un 300 appels par exactement. jour, donc est-ce qu'ils étaient au courant de la particularité de Oui, Dan au tout moment à de fait. l'embauche? Donc, C'est écrit qu'il est RQTH. ouais, ouais, et Donc donc en fait, eux, ils n'ont pas creusé pour savoir jusqu'à quel point il fallait adapter le ouais, poste, donc d'où l'importance effectivement quand on accueille, toute personne avec une RQTH, de bien cerner, le exactement. besoin, de bien adapter le poste et éventuellement d'accompagner la personne pour que ça ne soit pas un échec, enfin pour la jeune personne qu'on accueille et aussi quelque part pour l'entreprise. Je vais aller dans ce cadre-là. Une fois qu'on sait que l'entreprise sait que c'est un RQTH ou une RQTH, passer du temps à l'immersion, même si ça, on va dire que ça dure 2 3 heures pour bien cerner la personne, bien cerner les besoins et bien adapter le poste, est un investissement payant. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui peuvent apporter sur le poste, d'accord? D'accord. Cette concentration, cette droiture d'en faire leur travail, ces livrables sur lesquels ils s'engagent et ils s'y tiennent. L'avoir sorti après un mois, qui a gagné? Personne. Ni l'entreprise qui, pendant un mois, heu, qui n'a pas investi 3 heures, mais se retrouve un mois plus tard à devoir à nouveau chercher quelqu'un. C'est du temps, c'est plus que Mmh, mmh 3 heures mh. de trouver, une nouvelle personne sur le poste. Ni la personne avec un RQTH qui aurait beaucoup de choses à apporter. 3 heures investies au début pour bien cerner la personne et bien cadrer le poste est un investissement gagnant pour, Tout à continuer. fait, et c'est pas énorme, mais trois heures pour regarder quelqu'un, de performant avec un potentiel effectivement sur de la longue durée, c'est pas une perte de temps. Il vaut mieux prendre 3 heures que perdre, un bon élément et perdre un mois comme là, la période d'essai qui a été rompue, c'est un peu dommage. Tu m'avais parlé, moi, des exclusions qu'il a pu y avoir au collège, des malaises qu'il a pu avoir, même en études supérieures, parce que Dan a eu la chance, hein, l'opportunité de mener des études supérieures, bravo à lui. Donc, quel a été finalement l'impact dans ta carrière professionnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie sociale, ce rôle des danses-là, quel a été l'impact sur ces trois autres pans de ta vie? Alors d'un point de vue familial, j'ai eu de la chance d'avoir aussi, ma fille, donc la petite sœur de Dan, qui a été un vecteur de, comment dire? De joie, et par mimétisme, enfin, elle est très joyeuse, elle était très joyeuse quand elle était petite et par mimétisme, Dan a appris à être joyeux au contact de sa petite sœur. Ah, c'est super. Ouais et sa petite sœur le lui a beaucoup rendu parce que ils ont une relation très, très proche et c'est une belle réussite, Mmh. entre eux. D'un point de vue, professionnel, c'est une sacrée organisation Ouais. parce que c'est comme si tu étais tout le temps les doigts dans une prise en sachant que s'il se passe quelque chose, il faut intervenir et il m'arrivait de me déplacer et j'écourtais mes déplacements pour être sûre que je revenais pour être, à temps, proche, de lui. Il faut gérer des situations à distance, les paniques, heu, voire même les gens qui l'accompagnent qui ne comprenaient pas et qui prenaient des partis, erronés. Ouais. Au collège, il était tombé sur une CPE qui lui en voulait vraiment, mais qui n'avait pas du tout passé du temps pour comprendre sa situation. Ce qui est étonnant pour un CPE, c'est Tout une à fait. CPE d'ailleurs, c'était une femme,
dont c'est le métier de comprendre, Mmh. quels sont les besoins des enfants. Et c'est, la proviseure du collège qui nous a aidés pour expliquer, la situation. Au lycée, ils sont partis directement en accompagnement, en sachant la situation. Ils ont fait une commission entre CPE, professeurs et direction de l'école et l'ont accompagné d'une manière admirable. Je salue encore, le lycée Jean Monnet de Montrouge pour ça. Ouais. En fac, c'était plus compliqué. Malheureusement, il n'a pas réussi à finir, toutes ses études supérieures. Mais la grande réussite, c'est qu'il a la volonté de travailler et de se rendre, utile à la société. Mmh. Vouloir travailler alors qu'il pourrait éventuellement dire, «Je ne travaille pas parce que je Ouais. suis en difficulté par rapport à ce monde que je ne comprends pas» Mmh. et plutôt ce monde qui ne me comprend pas. Ouais. Parce Ouais. qu'il lui et Dan persiste à vouloir travailler. Mmh. Il a réussi à intégrer l'armée, à être soldat volontaire. Il a la volonté de travailler. Je pense que c'est important qu'on les aide pour qu'ils puissent rester, dans leur, job et qu'ils puissent apporter à la société. Qu'est-ce qu'on D'accord. voudrait? Est-ce qu'on veut nos enfants qui travaillent, qui apportent, leur contribution ou est-ce qu'on veut des assistés à qui on donne de l'argent? Moi, je suis, convaincue qu'on veut tous qui travaillent et qu'ils apportent leur, contribution. Donc tu disais sur ton rôle d'aidant et l'impact professionnel, ça a demandé beaucoup Ouais. d'organisation, de planification. Est-ce qu'il y a eu d'autres répercussions, Bah, dans ta vie, d'un point de vue sociale, social, il a fallu familiale? limiter, clairement. Il a fallu Limiter, limiter, ouais. d'accord. Clairement, je ne pouvais pas faire, nous ne pouvions pas faire en famille autant de choses, que les autres. Par exemple, heu, à partir de ses 8 ans, je ne pouvais pas le laisser avec une baby-sitter parce que je ne savais pas si ça allait fonctionner ou pas. Mmh. Donc quelque part sur ce triptyque famille, profession, relations sociales, bah, j'ai choisi que les relations sociales, n'étaient plus la priorité, que Dan, sa petite sœur, la famille, le travail allait être la priorité. D'accord et tu m'as dit, toi, que dans tes expériences professionnelles, tu privilégiais souvent le recrutement de profils atypiques. Oui, Pourquoi? déjà par expérience, je Mmh. sais ce qu'ils peuvent apporter, je sais, combien ils sont volontaires. Il faut savoir que cette suradaptation d'une personne dans une situation de handicap Ouais. fait que c'est certain que la volonté de faire est là, d'accord? Qu'ils ne sachent pas qu'ils, elles, ne sachent pas faire, qu'il faut les accompagner, ça, c'est une autre chose. Mais l'ambition, la volonté, je ne sais pas quel mot faut utiliser, de faire, de s'intégrer, elle est là. Ouais. Deuxièmement, j'ai vu faire et ils apportent vraiment de la valeur et une autre manière de voir. Si tu veux, dans l'entreprise, on a ceux qui font et qui font par, on va dire, par un système de répétition et puis ceux qui, sont soit créateurs par nature, soit atypiques et ils apportent des choses différentes, des angles différents et dans Ouais. une entreprise, dans une société, on a besoin de tous ces approches-là de manière différente pour, avancer, pour créer, pour, aller plus loin, Ouais et ça enrichit certainement, hein, clairement. beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc, est-ce que, on va aller sur les ressources, quelles sont les ressources, si on devait parler des ressources en tant qu'aidante, en tant que maman d'abord, enfin maman, aidante, professionnelle, quelles sont les ressources sur lesquelles tu as pu t'appuyer? Des ressources qu'on peut partager avec d'autres aidants, aidantes qui nous écoutent, qu'on mettra en description de l'épisode. Est-ce qu'il y a des ressources en particulier sur lesquelles tu as pu, t'appuyer? Ça peut être des structures associatives, ça peut être, enfin toi-même personnellement enfin des choses que tu es allé chercher pour te recharger en énergie, enfin voilà. Vraiment, partage-nous tes ressources, tes points d'appui. Alors, à partir du moment où la MDPH te notifie, la situation, il te donne des pistes vers des associations. D'accord. C'est assez typique et éventuellement, de l'argent. Jusqu'à 18 ans, ça a été le cas. Après 18 ans, la partie financière n'a été, le robinet a été fermé Ouais. et ça c'est limitant, je suis persuadée pour certaines familles et même pour nous à terme parce qu'à un moment donné, je ne pourrais plus, soutenir autant, Ouais. mon enfant.
D'un point de vue association, ce que j'ai pu voir, c'est que, sur le TSA, il y a 10 ans, il y en avait pas tant que ça. Il y avait des groupes de parole, dans lesquels ils apprenaient la socialisation. Au fur et à mesure, il y a eu des groupes d'accompagnement. Oui, Je pourrais, te donner les noms, voilà, on les mettra dans la liste. d'accord. Ce qui m'apparaît, c'est que, d'une part, il y a ces associations dans lesquelles je rencontrais, des parents et d'autres, et des enfants. Oui, On parlait beaucoup entre nous. Moi, je suis partisane de l'idée de dire à tout le monde que mon enfant a ceci. Il y avait des parents qui disaient: «Non, non, il faut pas le dire, faut le cacher parce que sinon il sera discriminé ou elle sera discriminée». En toute conscience, je n'ai pas de recommandations à faire. J'ai une suggestion: dites ce qu'ont les enfants. Pour eux, c'est une manière de se libérer et d'être entendus. ouais, d'accord. Hem, Maintenant, la difficulté que j'ai vue, c'est que ces associations-là, elles sont bienveillantes, mais elles font beaucoup d'état des lieux. Oh, combien de fois on a repris notre histoire, oh, combien de fois on l'a racontée. L'action ensuite, elle est difficile. C'est-à-dire que D'accord. personne n'est venu en entreprise dire: «Écoutez, voilà, vous avez ce cas-là, pendant le premier mois, on va être avec vous». Vous voyez? Même ni les associations, ni France Travail, Ouais, qui par ailleurs heu, l'aide dans trouver, des boulots. Mais le moment crucial dans lequel une personne avec un RQTH rentre, c'est le moment le plus difficile. Et pas que pour le RQTH. De toute façon, une fois qu'on prend un job, ce sont les premiers 100 jours qui sont vraiment compliqués. ouais. Alors imaginez si pour un neurotypique c'est compliqué, pour un neuroatypique c'est encore plus compliqué ces premiers 100 jours. Et c'est là où il faut aider. C'est là où il faut vraiment les tenir un petit peu, pas par la main, c'est pas, dans le sens de les assister, mais de les guider, de De leur les accompagner décrypter, en tout cas, ouais, de leur d'ouvrir la décrypter voie, ouais, exactement, ouais, de les accompagner, mmh. décrypter les situations, de les reconforter ou au contraire de leur expliquer. Et peut-être que sur cette partie-là, ça manque. Ouais. Donc, enfin, moins d'analyse parce que les états des lieux, je pense qu'effectivement, il y en a pas mal, plus d'actions Oui. concrètes et plus, enfin, parce que France Travail, bon, moi, quand tu as dit France Travail, là, je me suis dit: «Bon, déjà, on voit qu'ils ont du mal avec ceux qui, n'ont pas de handicap particulier ou en tout cas, qui n'ont pas besoin d'aménagement particulier». Donc je pense que aussi ça demande que certains de leurs conseillers soient formés Alors ou, je ne sais pas me prononcer sur ça puisque ouais, je ne connais ouais. pas. Mais en tout cas, qu'ils prennent plus en compte les spécificités, et peut-être travailler main dans la main parce que finalement, il y a beaucoup de, on avait parlé de millefeuille administratif. Il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup d'associations, qui sont sur le sujet de l'inclusion, en école, inclusion en milieu professionnel. Finalement, on se retrouve un peu à qui va agir sur quoi véritablement? C'est un peu ça, le Et surtout, je pense que c'est aussi l'intention était bonne. Pourquoi créer une association A, une association B, une association C? mmh, Il y a certainement une bonne raison derrière. Mais à un moment donné, est-ce que ces associations pourraient pas aussi, mettre, leurs efforts en commun? Heu, on dit toujours qu'ensemble on va plus loin, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Peut-être que à un moment donné, coopérer, faire des collaborations pour aller, associer leur effort et aller plus profondément dans certains sujets, je pense que ça mériterait. On est dans l'ère où on revient à l'idée de coopération, de collaboration, de ouais, local, de régional, et dans le domaine de l'handicap, c'est vraiment, à souhaiter puisque, ouais. toutes ces expériences-là peuvent être mises en commun et sortir, heu, des, heu, des choses beaucoup plus robustes pour l'accompagnement de ceux qui ont besoin. D'accord, l'idée, c'est qu'il y ait de vrais vases communicants entre, Oui, les associations, les entreprises, à la limite même de façon, digitale. Enfin, je me ça se dis prête na tellement maintenant. ouais, Justement, c'est parce que le véhicule du digital est là, qu'on peut faire ces collaborations. C'est plus, comme il y a quelques années où il fallait se rencontrer, faire des plans d'action et cetera. Regardons maintenant les raisons d'être des sociétés, les raisons d'être des associations, ce qu'ils ont déjà fait.
avec, tous ces outils-là, on peut voir quels sont les points de convergence, Ouais. les points de divergence sur lesquels on peut travailler et sortir des choses en commun. L'IA sait faire tellement de choses, pourquoi ça ne s'appliquerait pas au niveau de l'handicap, pour, aller plus en profondeur sur l'accompagnement de ceux qui en ont besoin? Tout à fait. Donc, il y a toujours quand même la question de par où on commence. En tout cas, chers auditeurs et chères auditrices, s'il y en a qui nous écoutent, qui sont de France Travail, des associations, donc je pense que commencer par les aidants, comme Maria, on a plein d'idées pour enclencher, pour impulser les actions en tout cas, parce que l'état des lieux c'est fait. Maintenant, il faut y aller, il faut enclencher les actions, il faut des vases communicants. Mmh. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu veux ajouter quelque chose? J'aimerais bien que les gens se rendent compte que, on parle beaucoup de neuroatypiques et la société fait ou cette nouvelle donne climatique, je ne sais pas, mais ils sont de plus en plus nombreux. Mm. On parle beaucoup de croissance en nombre. Est-ce que c'est parce qu'on on diagnostique plus ou est-ce que c'est parce qu'il y en a plus? Je ne sais pas, je laisserai les professionnels, en parler, mais certes est-il qu'ils sont là. Donc maintenant, il faut bien faire quelque chose sur ces 10-15 de la population jeune qui sont, dans cette situation-là. Or, c'est la relève de demain. Ce sont non seulement nos enfants, mais c'est aussi la relève de demain, sociétale. Donc Tout à fait. comment est-ce qu'on fait pour qu'ils soient dans le monde du travail, qu'ils apportent leur contribution? Et cette contribution, croyez-moi, pas en tant que maman uniquement, mais aussi en tant que professionnel d'entreprise, ils apportent de la valeur. Donc, à nous aussi de les accompagner pour qu'ils prennent cette relève et qu'ils continuent de travailler et de soutenir la Oui, de société. s'épanouir, hein, et puis enfin, d'enrichir aussi ceux avec qui ils travaillent parce que c'est toujours enrichissant. Donc, on arrive bientôt vers la fin. J'avais deux questions sur... il y a deux statuts, il y a deux types en entreprise. Il y a les aidants, donc les parents comme toi et moi qui sommes aidants. Et il y a les aidés. Donc, il y a quand même des chiffres qui disent que un salarié sur cinq en France est aidant familial. Et 44 ne disent pas à leur employeur que, ils sont aidants familiaux. Donc, il y a un problème de libération de la parole, à la fois chez les dents et à la fois chez les dés. Parce que Dan, par exemple, qui intègre Vérissure au courant que... Oula, pardon. Il y a un problème, il y a un sujet, il y a il y a un vrai sujet en tout cas, à la fois chez les aidants et chez les aidés. Moi qui suis maman, toi et moi qui sommes mamans de jeunes en situation de handicap, et Dan par exemple qui est un aidé, donc qui est en situation de handicap. Donc il y a des parents, il y a 44, enfin il y a des chiffres qui disent que 44%, enfin un salarié sur cinq est aidant et 44% n'informent pas leur employeur. J'ai pas c'est pareil pour les personnes en situation de handicap, même invisibles, qui ne disent pas par peur d'être stigmatisées. Donc, il y a un sujet sur libérer la parole. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire à ceux qui nous écoutent, qui sont en entreprise, qui n'osent pas ou qui ne veulent pas libérer la parole ou qui ne croient pas, qui se disent, bah, finalement, ça ne sert à rien que je le dise. Bah, j'aurais, sur ça 2 messages. Pour les entreprises, soyez exemplaires comme vous l'écrivez. Heu, Écrire être, handi engagé, c'est très important. Mm. Le pratiquer, c'est encore plus important et d'autre part, pour ceux qui, sont dans la situation de handicap, oui, effectivement, le dire n'est pas facile, mais par expérience, une fois qu'on le dit, il y a son lot de problèmes, mais il y a également cette libération et aussi l'entrée dans une communauté. Parce que Ouais. finalement, en le déclarant, on rencontre des gens qui sont dans notre même situation et là, il y a une vraie solidarité. D'accord. Donc, d'où l'importance de libérer la parole, Oui, de créer une caisse de résonance parce qu'on rejoint une communauté. Et je reprends tes mots, hein, tu osais en parler parce que vous faites du bien et vous faites du bien et vous faites du bien à votre enfant. tout à fait, Et tu- tout à fait. En tout cas, pour Dan, il y a eu un avant et après, le diagnostic. Ouais, Je l'ai vu vraiment. On a pu construire avec lui, son parcours à partir du moment où on a mis des mots sur sa situation d'accord. et il a certainement été, accompagné par des professionnels de grande valeur, mais également il a compris ce qu'on attendait de lui. C'est comme si, tu sors d'un brouillard, quoi.
Voilà, on a mis, un nom, certes, ça peut paraître une étiquette, Mmh. mais c'est plus le brouillard, c'est, voilà la situation dans laquelle je suis et donc dans ce cas-là, je peux dire: «Je veux aller au point B», mais je maintenant mon point A est clarifié Mmh. et effectivement, c'est un combat de toute sa vie, Ouais, mais maintenant, au moins, il se dit: «Je sais d'où je pars et je sais, vers où je voudrais aller». d'accord. Et toi, sur chacune de tes expériences professionnelles, tu as toujours fait le choix d'en parler librement? Oui. Est-ce que tu l'as regretté, enfin, regretté, est-ce que tu t'es sentie stigmatisée? Je ne crois pas, enfin, je n'en sais rien, mais je n'ai pas l'impression qu'être aidante t'a freinée dans tes ambitions, professionnelles, dans ta carrière professionnelle. Alors, il y a eu des situations cocasses, je suis dans des milieux, CSP+, les enfants de mes collègues étaient à HEC ou ESSEC et Ouais, moi je racontais qu'ils faisaient le lycée professionnel de Montrouge, topographe géomètre. C'est vrai que ça faisait un peu, différent. ouais, Hem, j'ai probablement aussi la croyance que ça va s'arranger donc je le faisais en toute liberté, en toute confiance. Est-ce que ça m'a toujours servi ou desservi? Je me pose plus la question. d'accord. Ce qui est important, c'est que, voilà, je souhaite vraiment à Dan et à ses pairs d'y arriver. Je sais que maintenant, il va falloir que, puisque j'avance dans l'âge et que je ne Mmh. pourrai plus le soutenir, autant, ce s je j'aimerais beaucoup que soit eux, entre eux, soit d'autres, des neuroatypiques de leur âge Ouais, puissent aussi, les accompagner. ouais, Parce qu'en fait, ils ont besoin juste qu'on leur explique la situation. tout C'est à pas fait. compliqué. Ce Mmh. qu'ils demandent, c'est, ils sont dans une situation, on leur explique ce qui était, clair, ce qui était pas clair et ils continuent à construire, à s'adapter, à se suradapter. Ah ouais. Voilà, c'est, Donc on prenne le temps, de la pédagogie, en fait. exactement, leur Donc accorder le les temps. fameux 3 heures ou la fameuse, demi-matinée, Voilà, qu'on peut prendre, c'est comme de l'onboarding, hein, des exactement. fois quand on accueille, une jeune recrue, sur une semaine, on fait de l'onboarding à raison de 2 3 heures, donc on peut imaginer cet onboarding aussi pour ces jeunes, comme Dan, enfin, en situation particulière. C'est ça. Donc le mot de la fin, ce sera pour toi, Maria. Je te laisse au choix ce que tu as envie de dire, de partager, une solution d'aide pour les aidants, enfin, un message aux entreprises, aux associations, enfin vraiment, sens-toi libre de partager, ce mot de la fin. Nos enfants, neuroatypiques, y croient. Heu, ceux qui sont dans des, sociétés handi-engagées, ceux qui sont dans l'accompagnement handi-engagé, accompagnez-les, Mmh, véritablement. véritablement. C'est-à-dire, il n'y a pas un jusqu'à un certain âge ou après un certain âge, jusqu'à un certain niveau ou pas. Accompagnez-les, dans ce que vous croyez, mettez en pratique, associez vos efforts et accompagnez-les. Ils ont besoin d'éclaircir le chemin. Merci Maria. C'était Aidants et Carrière. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous au prochain épisode. C'était Aidants et Carrière, parlons-en, un podcast à vocation utile. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, parlez-en dans votre entreprise. Partagez-le sur les réseaux sociaux, mettez des étoiles et surtout, laissez-moi un avis. Aidants et carrière, parlons-en est un podcast créé et produit par Katia Awona, montage et mixage par Amir. À bientôt pour un nouvel épisode, à bientôt pour une nouvelle rencontre.